En grandissant, le protagoniste Ruth déteste son frère aîné. Il court toujours après lui lors de tout leur voyage et il ne peut pas le rattraper. Il court à nouveau, le suppliant de s'arrêter. Mais non, même les jours où il semble qu'il va bientôt le rattraper, il reste loin devant. Son frère se tient toujours loin devant lui en lui disant qu'il peut le rattraper. Ruth déteste la considération et les faveurs de son frère, qu'il reçoit de lui parce qu'ils sont de la même famille. Cela bouillonne dans son cœur et l'irrite. C'est tout ce qu'il pense à son frère aîné. Mais finalement, il réalise à quel point il a été stupide. Il se souvient des paroles d'un de ses camarades de classe, qui disent que tu as mauvais caractère et des compétences médiocres, mais tu es assez prétentieux. Il se rend compte qu'il a toujours considéré ces paroles comme une blague, mais il a finalement compris la vérité derrière ces mots. Quel fou il a été de haïr son seul frère aîné. Celui qui a toujours été devant lui dans toutes les situations. Maintenant, il a perdu son frère et il a réalisé qu'il ne pouvait pas détester son seul frère. Il comprend qu'il n'a jamais détesté son frère. Au contraire, il l'a toujours admiré et a voulu se tenir à égalité avec lui, même si c'était à peine possible. Maintenant, son frère est mort et il est mort en le protégeant. Il est mort à cause de lui, et il doit continuer. Non pas pour une raison quelconque, mais pour l'amour de son défunt frère. Il fait partie des survivants de l'attaque de la race des dragons volants, et seuls des gens comme lui ont survécu à ce moment-là. Il sent l'odeur du sang. Il sait qu'il va bientôt mourir car c'est inévitable, et il a perdu un bras et une jambe. Cependant, avant de mourir, il doit s'assurer d'emmener avec lui les têtes de certains de ces salauds qui lui ont coûté son cher frère. Il se lance dans la bataille contre les dragons jusqu'à ce qu'il voit une vision devant lui, juste devant lui. La figure a les pieds d'un humain. Ses deux jambes sont attachées ensemble et il a une aile. Il se demande ce que représente cette figure devant lui, et il lui faut plus d'une minute pour comprendre à quoi il est confronté. Après l'avoir regardé pendant un court instant, il en conclut qu'en jugeant par l'aura qu'elle dégage, il est probablement le roi de la race des dragons. Cependant, cela ne lui semble pas juste. Car tous les rois des races de dragons sont morts. Ses camarades et son frère ont combattu le roi de la race des dragons et ils sont morts avec eux. Il est également confus car il ne peut pas ressentir de puissance provenant de l'image devant lui. La figure lui parle. Il demande s'il est le seul survivant, et si tous les autres sont morts. L'instinct de Ruth lui dit que la personne est dangereuse et qu'il n'a pas le temps de se demander qui elle est et ce qu'elle veut, tout ce qu'il doit faire à ce moment-là, c'est combattre. Il doit le tuer quoi qu'il en coûte. La personne étrange voit également la détermination de Ruth à le combattre et se prépare également pour la bataille. Ruth sait qu'il n'a qu'une seule chance et qu'il doit le vaincre en un seul coup. Il brandit son épée, finissant par diviser la tête de l'homme en deux, mais celui-ci lui dit d'attendre un peu et de laisser place à la discussion. Soudain, la vision de Ruth est bloquée par un éclair blanc et il se retrouve soudainement dans une ville. Il se demande ce qui se passe et suppose qu'il est revenu dans le passé. Juste au moment où il s'apprête à se déplacer vers son tout nouveau monde, on lui dit qu'il va devenir un tueur de dragons, une personne qui tue les dragons. Et comme son nom l'indique, il doit s'assurer de tuer tous les dragons. Il a la responsabilité d'arrêter tous ces monstres qui pensent pouvoir détruire les humains, et c'est son devoir. Alors qu'il essaie de s'adapter à son nouvel environnement, il entend une voix de bienvenue. Tous les nouveaux élèves qui ont décidé de rejoindre l'Académie d'annihilation des dragons, Iridium, la personne raconte que l'école a été fondée il y a plus de 700 ans. Et ils offrent la meilleure éducation pour annihiler les dragons. Il se demande ce qui se passe, mais la scène lui semble familière, comme ce qu'il connaissait auparavant, et il réalise que c'est le même jour que la cérémonie d'entrée à Iridium. Il pense à tous les souvenirs qu'il a avant la bataille entre les monstres, celle qui a emporté son frère. Il se demande si tout cela était un rêve, mais il a un sentiment étrange. Il se souvient de tout ce qui s'est passé. Le combat, même jusqu'au récent avec la figure étrange qui lui est apparue récemment. Il se demande s'il est vraiment revenu en arrière, mais il écarte rapidement cette possibilité car il pense qu'il n'y a pas de magie qui puisse ramener une personne dans le passé. Et même si une telle magie existe, un seigneur des dragons ne serait pas capable de l'utiliser, et cela ne peut être qu'un acte de Dieu. Il se demande si ce qui lui est arrivé est un acte de Dieu. Il pense au dragon qu'il vient de tuer et se demande s'il s'agit d'un dragon ou d'autre chose. Sa tête est embrouillée alors qu'il réfléchit. S'il a rencontré un roi dragon ou une créature mutante, il décide de profiter de cette nouvelle opportunité. Il a eu l'occasion de combattre une nouvelle race et il conclut que, peu importe qui est la personne qu'il vient de rencontrer, peu importe son plan. Il profitera de cette opportunité pour combattre les dragons et veillera à ne perdre personne. Cette fois-ci, en entrant dans l'école, il voit une ancienne amie et collègue, Eth. Il reconnaît immédiatement Eth et l'appelle par son nom. En revanche, Eth ne le reconnaît pas, donc elle lui demande s'il la connaît. Il dit que Eth est une candidate de premier plan et la meilleure élève, donc tous les étudiants devraient la connaître, et elle en convient aussi. Il se souvient que sa première question à son égard est de lui demander s'il est malade, alors il lui demande pourquoi elle pose de telles questions. Elle dit qu'elle l'a vu parler tout seul et se maudire depuis un moment, et seuls les fous peuvent le faire. Mais elle sait aussi qu'il n'y a aucune chance qu'une personne folle soit admise dans leur école. Il rit d'elle parce que c'est la même Eth qu'il a toujours connue, si impolie et débraillée. Elle se demande pourquoi il rit et l'appelle un pervers. Ils écoutent tous les deux le discours d'accueil ennuyeux et à la fin du discours, Eth commente qu'il est long et ennuyeux.
Il décide de lui répondre, sachant qu'elle ne le lâchera pas s'il ne lui répond pas. Il dit qu'il ressent la même chose et elle explique qu'elle peut supporter le discours ennuyeux parce que la patience est une compétence d'un magicien et en tant que membre de la célèbre famille Harpal, c'est la moindre des choses qu'elle puisse faire. Elle lui demande son nom et il le lui dit, mais elle prétend ne pas le connaître, ni avoir entendu parler de sa famille auparavant. Elle essaie de continuer à se vanter, mais se souvient de l'avertissement de sa mère à propos des familles qui ne peuvent pas atteindre le bout de leur orteil familial. Alors elle décide de ne pas provoquer de dispute. Il lui dit qu'il en sait beaucoup sur l'école et que s'il veut des informations, il devrait lui demander. Elle lui montre le chef de guilde au 2e étage, en disant qu'il cherche des talents à surveiller. Lorsque Rude les regarde, il les reconnaît. Il connaît leurs exploits pendant la guerre et même comment ils mourront. Elle dit qu'il peut rejoindre une guilde en 3e année, mais quant à elle, il y a déjà une guilde pour elle, qui est les Flammes du milieu de l'été, et le chef de guilde, Lina, est son modèle. Ed continue de se vanter jusqu'à ce qu'on l'appelle pour prêter serment. Alors qu'il s'avance, Rude conclut que tout se déroule comme dans ses souvenirs et que si cela continue, son frère Aesir sera le prochain à apparaître. Contrairement à ce qu'il sait, son frère n'est pas appelé pour prononcer un discours. En fait, le président du conseil étudiant s'avère être le meilleur ami de son frère, Jérémy Dubo. Jérémy prononce un discours pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiants de l'école. Alors que Rude est choqué par l'ordre des choses au lieu d'aller en classe, il s'approche de Jérémy après le discours, lui demandant si Aesir n'a pas été candidat au poste de président, mais Jérémy lui dit qu'il n'a jamais entendu le nom Aesir à l'école, alors que tous les étudiants se dirigent vers leur classe. Il se demande s'il est possible que son frère n'existe pas dans ce monde. Il envisage 2 possibilités, soit Aesir n'existe pas dans ce monde, soit lui aussi a régressé mais il a régressé vers un autre endroit plutôt que cette école. Lorsqu'elle arrive, elle remarque que Rude est perdu dans ses pensées et lui demande à quoi il pense. Rude lui dit qu'il recherche quelqu'un, et Ed suggère qu'il pourrait payer la guilde pour trouver la personne pour lui. Il dit qu'il pense que la personne se trouve dans leur académie. Alors Ed lui conseille d'aller à la bibliothèque de l'école et de vérifier si le nom de la personne figure sur la liste des étudiants. Avant que Ed ait fini de donner ses conseils, Rude se lève et se dirige vers la bibliothèque, ce qui fait que Ed l'appelle et lui rappelle que leur premier cours commence dans 15 minutes, lui demandant s'il veut manquer son premier cours. Rude dit à Ed qu'il ne lui demande pas de le suivre, mais Ed insiste pour le suivre jusqu'à la bibliothèque alors qu'il marche. Ed demande pourquoi il s'est confronté au président du conseil, lui demandant s'il cherche à attirer l'attention, mais il dit qu'il voulait simplement confirmer quelque chose. Rude marche en ayant une claire direction de l'emplacement de la bibliothèque en tête, ce qui déconcerte Ed qui avait supposé qu'ils étaient tous deux des étudiants de première année n'ayant pas encore visité l'école. Ed demande s'il est normal qu'un étudiant connaisse l'emplacement de sa nouvelle école avant de commencer, et Rude répond oui. Ils arrivent finalement à la bibliothèque. Ed se met à lire sur la nouvelle magie tandis que Rude fait face à ce pourquoi il est venu. Il ne voit pas le nom de son frère sur la liste et suppose qu'il n'existe pas dans ce monde. Il dit que si Aesir n'existe pas, c'est à cause du néant. Dragon Sartan. Le roi dragon qui contrôle les dimensions et le néant. Pendant la guerre, Sartan est parti avec le corps de son frère et il aurait pu l'emmener dans une autre dimension, ce qui signifie que son frère pourrait être en vie dans une autre dimension. Il tente de partir en classe, alors il appelle Ed mais la trouve en train d'essayer d'emprunter 3 livres. L'employé lui dit qu'elle ne peut en emprunter que 3, et l'employé appelle l'attention de l'autorité sur les nouveaux élèves qui ne sont pas en classe. Ils courent rapidement en classe. Leur professeur, Daniel Gold, va les initier au combat de base pour leur première année et aux compétences en armes et arts martiaux pour les années suivantes. Il se présente en lui disant qu'ils doivent travailler pour acquérir force et talent s'ils veulent vraiment survivre dans cette école. Un élève demande à Daniel des renseignements sur les dortoirs et les élèves se dirigent vers leur dortoir. Rude se dirige dans une autre direction, ce qui fait dire à Ed qu'il se trompe de chemin. Il commente que Ed ne connaît pas la bibliothèque, mais elle connaît le dortoir. Rude se rend dans la salle d'entraînement qu'il avait l'habitude de visiter lorsqu'il était jeune et décide de vérifier s'il a toujours de l'endurance. Il s'entraîne mais ne peut pas faire grand-chose. Il tente de se blâmer, mais se rappelle qu'il n'a que 17 ans dans ce monde. Il dit qu'il ne pense pas qu'il y ait quelque chose qu'il aime dans cette régression. Il commencera les cours de combat le lendemain, et dans une semaine, il commencera les cours de combat réels s'il ne veut pas que ce qui lui est arrivé dans sa vie passée se reproduise. Il doit faire mieux, donc il a besoin d'endurance et de force. Puisqu'il est travailleur, il décide de s'entraîner davantage. Alors qu'il le fait, il voit une autre personne familière de sa vie passée. Balak. Balak est un vieil ami de sa vie passée qui finira par devenir le roi des Fisks. Cependant, il est choqué par le timing car ce n'est pas à cette époque qu'il a rencontré Bak dans sa vie passée. Quoi qu'il en soit, il décide de continuer à s'entraîner sans essayer de renouer avec Balak, car il semble que le passé change. Il porte son poids et s'entraîne intensément, mais se sent plus tard agacé lorsqu'il voit Bak copier tous ses styles d'entraînement et le regarder. Il confronte Balak en lui demandant s'il veut se battre avec lui. Balak s'excuse et lui dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un s'entraîner avec une telle vélocité et qu'il est stupéfait par ses compétences. C'est pourquoi il le copie. Il assure que malgré le fait d'appartenir à une famille de bodybuilders, ses parents ne s'entraînent pas de cette façon. Il prétend vouloir que Rude soit son maître. Rude refuse et se présente comme un nouvel étudiant. Et Balak se présente également comme un nouvel étudiant. Les élèves se dirigent vers leur cours d'entraînement aux armes.
le formateur leur demande de choisir une arme, leur disant que tous les élèves de la classe doivent être professionnels dans l'utilisation d'une arme, car chacun choisira une arme de son choix. Ed va voir le professeur. Elle lui dit qu'elle va être une magicienne, donc elle n'a pas besoin d'une arme, mais le professeur dit qu'elle en a besoin en cas d'urgence. Ruth se rend alors vers elle et lui dit de prendre le poignard court. Il lui dit que son maniement sera plus facile pour elle à courte distance. Cependant, dans le monde passé, Ed est en réalité une experte du poignard. Après avoir donné à Ed un superbe poignard, Ruth brandit son épée. Le professeur regarde avec admiration le professionnalisme de son mouvement. Il s'approche du professeur et lui demande s'il peut prendre une autre arme. Son professeur lui dit qu'il n'y a pas de loi contre le fait d'avoir plusieurs armes, alors Ruth prend une lance. Il prend également une autre grande épée et décide de s'entraîner avec les trois. Le professeur pense à sa confiance et lui demande ce qu'il faisait avant son admission. Alors il dit qu'il chassait et a perdu ses parents face au dragon. Il suscite la compassion du professeur, qui lui permet de continuer. Alors qu'il s'éloigne, Ed vient à sa rencontre. Elle lui demande si ce qu'il a dit est vrai et s'excuse de lui avoir parlé de sa famille de manière négative. Soudain, ils entendent des bruits venant de la classe B. Ils vont vérifier et voient Balak argumenter avec les professeurs en disant qu'il ne peut pas prendre d'armes. Il insiste sur le fait que sa famille se bat avec sa force physique et qu'il est illégal pour lui d'utiliser une arme. Il se bat contre ses aînés en s'approchant de Rude. Lorsqu'il arrive près de Rude, le professeur demande pourquoi il s'éloigne de l'autorité pour rencontrer Rude. Et avant qu'il n'explique, Rude dit qu'ils sont amis. Le professeur commence à donner du crédit à l'action de Balak. Rude suppose qu'ils lui permettront de faire ce qu'il veut comme ils l'ont fait dans sa vie passée, mais à sa grande surprise, le professeur dit que si Balak ne prend pas d'armes, il devra redoubler la classe. Rude se demande à nouveau si le passé est en train de changer. Il se demande pourquoi le passé a changé. Il se demande si c'est son implication dans l'affaire qui a changé le passé. Et il voit le stupide Balak dire au professeur que s'ils veulent qu'il échoue, il échouera volontiers. Rude lui tape sur la bouche et lui dit de se taire. Rude sait que si Balak est renvoyé de l'école, il n'y a aucun moyen qu'il puisse accomplir tout ce qu'il doit faire seul. Alors il emmène Balak voir le professeur, il voit un protège-phalange et le donne à Balak en lui disant qu'il devrait l'accepter comme une arme. Ed rit en leur disant que ce n'est pas une arme. Mais Rude dit qu'ils le considéreront comme un gantelet moderne, alors les professeurs devraient permettre à Balak de l'utiliser. Finalement, le professeur autorise leur premier cours à se terminer. Rude dit que la première semaine est calme, peut-être parce que le premier cours dans leur école est généralement calme. Et simplement pour que les professeurs puissent repérer les étudiants ayant du potentiel. Et ils pensent avoir bien fait de se mettre en évidence devant eux alors qu'ils se dirigent vers leur classe. Ed continue d'appeler Balak un idiot. Elle dit qu'il est idiot de refuser de prendre des armes et elle est sûre que tout le monde dans sa famille ne se comporte pas comme un idiot. Ils se disputent et s'insultent mutuellement jusqu'à ce qu'un groupe de garçons s'approche d'eux. Les garçons les traitent d'idiots et Ed leur demande à qui ils s'adressent. Les garçons sont dirigés par un garçon arrogant nommé Wilhelm Party, et Wilhelm dit qu'il ne parle pas à Ed, mais à Rude et Balak. Il les appelle des chercheurs d'attention, leur demandant s'ils pensent qu'ils attireront l'attention des professeurs en demandant 3 armes ou en refusant d'en utiliser une. Rude est habitué à des garçons comme ça dans sa vie passée. Il se souvient comment il l'insultait, lui et sa famille, en utilisant des mots insultants, et il réagissait en les battant. Mais cette fois, il veut être plus mature. Il dit à Wilhelm qu'il pourrait le frapper sans aucune arme, mais Wilhelm répond que c'est impossible. Wilhelm l'attaque, mais Rude l'esquive. Et Wilhelm tombe. En colère, il décide d'utiliser une arme malgré que les armes ne soient pas autorisées sauf lors des combats d'entraînement, il décide de profiter de cette occasion pour tester les compétences qu'il avait apprises de Balak dans sa vie passée. Une compétence familiale de la famille héros s'appelait style stéro, combat à main nue. Il utilise l'art du combat à main nue pour désarmer Wilhelm et le frappe jusqu'à ce qu'il s'effondre. Le professeur arrive et elle est choquée de voir que Rude peut se défendre seul contre une arme avec seulement ses mains. C'est une compétence choquante pour un nouvel étudiant, donc elle demande à Rude de la voir après le cours. Balak est également choqué de voir que Rude peut utiliser cette compétence. Il dit que c'est une compétence de sa famille et que seuls les adultes peuvent l'utiliser. Il demande à Rude s'il est son frère perdu, mais comme Rude ne peut pas dire la vérité, il dit qu'un ami lui a enseigné. Balak le croit immédiatement, mais Ed refuse de le croire. Elle prétend qu'il ment et que Balak ne devrait pas le croire. En défense, elle dit qu'elle n'est pas leur amie et Balak lui demande d'être leur ami. Pendant que Balak et Ed se disputent, Rude est heureux que personne ne soit encore mort, et il insiste pour ne laisser aucun d'entre eux mourir. Il va rencontrer l'enseignante de la classe B, Claire, et après quelques minutes de conversation avec elle, elle lui dit de partir et qu'il n'a commis aucune faute. En partant, elle dit qu'elle sait qu'il n'était pas en tort et que c'est de la faute de Wilhelm, mais elle l'a simplement invité à visiter parce qu'elle voulait le connaître. Et maintenant qu'il a visité, elle est certaine qu'il est un jeune homme bien formé. Quelques minutes plus tôt, lorsque Rude lui a rendu visite, avant même qu'elle ne parle, il s'est incliné devant elle et s'est excusé d'avoir provoqué une bagarre dans l'école. Il a dit qu'il n'avait pas utilisé d'arme, et c'est lorsque Wilhelm a sorti une arme contre lui et ses amis qu'il a décidé de faire quelque chose pour s'assurer que son ami ne soit pas blessé, c'est pourquoi il a pris l'arme de Wilhelm, mais il en a fait trop et a blessé Wilhelm. Claire dit que ce n'est pas de sa faute, il devrait partir.
Claire pense à lui après son départ de son bureau alors qu'elle est perdue dans ses pensées. Daniel entre dans son bureau. Elle demande à Daniel ce qu'il cherche dans son bureau, et il lui rappelle. C'était elle qui avait insisté pour que la réunion des professeurs se fasse dans son bureau, contrairement à l'endroit où il l'aurait faite. Arthur Winston, l'enseignant de la classe D, arrive également. Damien Gress, l'enseignant de la classe C. Arthur s'emporte contre Claire pour avoir utilisé les fonds de l'école pour embellir son bureau. Elle dit qu'elle n'a acheté que des choses essentielles, jusqu'à ce que Damien dise qu'elle a même acheté un vase. Après leur dispute, ils tiennent leur réunion. Ils parlent des élèves en affirmant que cette classe sera l'une de leurs meilleures classes de nouveaux élèves et qu'ils devraient avoir de bonnes statistiques de réussite. Cependant, ils doivent aussi se préparer à la difficulté qui les attend. Et c'est la responsabilité des enseignants de préparer mentalement leurs étudiants. Après cette conversation, ils parlent des élèves spéciaux sur lesquels ils doivent garder un œil. Claire dit qu'elle en a 2 dans sa classe, un lunatique et un garçon stupide, et prétend que le lunatique est Balak, qui a refusé d'utiliser des armes. Daniel dit qu'il a aussi 2 bons élèves dans sa classe, et le premier est, dont on pensait qu'elle serait une excellente élève en raison de son origine familiale, et aussi Rude. Il affirme être sûr que Rude sera le meilleur élève de leur promotion, bien qu'ils ne connaissent pas l'origine familiale de Rude. Rude prétend qu'il a été mercenaire après la mort de ses parents. Claire dit qu'elle a rencontré Rude et qu'il a utilisé ses mains nues pour se débarrasser d'une arme. Elle prétend vouloir en faire son élève car elle est douée en musculation. Daniel argumente différemment, affirmant que Rude est doué pour l'épée et devrait être son élève. Ils se disputent jusqu'à ce qu'ils cassent la table, alors Arthur les arrête. Il demande à Damien de vérifier Rude également, car Rude s'intéresse aussi aux lances. Mais Damien leur rappelle que c'est l'élève qui choisira finalement son professeur. Il découvre que Rude vient de Distal, une ville complètement détruite par les dragons, et Arthur se souvient que c'est Daniel et son maître qui étaient allés soumettre les dragons il y a environ 10 ans. Ils sont choqués qu'il y ait des survivants de cet incident et se demandent si Rude a développé ses compétences pour se venger des dragons. Cependant, Arthur dit qu'il doit contredire les paroles de Daniel selon lesquelles Rude sera le meilleur élève cette année, car il a un étudiant dans sa classe avec des yeux monstrueux. Claire commence à enseigner le cours de force physique aux élèves. Elle leur demande de s'entraîner et de faire de l'exercice, et Rude, conscient de la nécessité d'améliorer sa force avant le cours de combat, suit le cours avec une attention diligente. Il finit par maîtriser sa respiration et atteint son objectif. En revanche, Balak continue de faire des bruits de respiration. Rude l'avertit que son bruit devient trop fort, mais il dit que de tels bruits sont nécessaires s'il veut développer sa musculature. Il affirme que la capacité à équilibrer sa respiration facilitera le port de lourdes charges. Donc Rude lui enseigne qu'il lui suffit de tenir les mains des poids avant de faire de tels bruits. Sinon, ses poids seront déséquilibrés. Il suit les conseils donnés et remarque de nombreux changements. Ed, qui ne s'était pas intéressé à développer son corps, vient les rejoindre. Elle les traite de puants, disant qu'ils sentent mauvais après avoir fait de l'exercice pendant 3 heures. Balak lui demande de se joindre à eux, en disant qu'elle aura plus de corps qu'elle en a et qu'elle a l'air tellement maigre. Rude les laisse et Ed lui demande où il va. Il dit qu'il veut boire quelque chose. Ed demande à Balak s'il veut aussi boire, mais il dit qu'il ne peut pas marcher, et si c'est le cas, il perdra du poids. Il devrait donc lui apporter une boisson pendant qu'ils se dirigent vers leur destination. Rude voit l'étudiant prodige dont Arthur parlait. Il s'avère que c'est quelqu'un qu'il connaissait avant et quelqu'un avec qui il s'était battu dans sa vie passée. La première personne qui lui a enseigné qu'il y a des niveaux dans la vie qu'on ne peut pas dépasser, et leur combat s'est terminé pire pour lui, et elle s'est même moquée de lui, disant qu'elle pensait qu'il serait aussi fort que son frère dans sa vie passée. Il s'agit de personne d'autre que Léon Kerr, celle avec le talent du diable, la sainte de l'épée. La seule personne du même niveau que son frère, un tueur de dragons renommé, avec des émotions mitigées. Il ne lui dit pas poliment de s'excuser. Au lieu de cela, il lui crie de foutre le camp, ce qui la met en colère. Elle serre son canon, le lance en sa direction, mais il l'esquive. Elle le frappe à nouveau et il esquive. Elle lui demande s'il s'en prend à elle parce qu'elle est venue à l'école sur recommandation, mais il dit qu'il ne sait pas ça et qu'il veut juste qu'elle parte pour pouvoir boire tranquillement. Il est la première personne à esquiver son attaque, alors elle lui demande son nom avant de partir. Après son départ, il se rend compte qu'il est blessé et se rend à la clinique. Claire découvre que Léon l'a blessé ainsi que plusieurs autres élèves. Elle décide de lui infliger une punition, mais son collègue la retient. Il dit qu'il devrait laisser Arthur lui infliger la punition, et il devrait en informer son gardien, le chef de la troupe d'annihilation des dragons, avant de la punir, et elle accepte. 3 jours après, les étudiants se réunissent pour leur cours de combat combiné. Claire leur dit que le combat se fera entre les classes A et B. Chaque étudiant sera appelé selon son numéro et devra choisir un partenaire. Chaque étudiant se battra 2 fois, mais ne pourra pas choisir le même partenaire 2 fois. En réalité, ce cours de combat est une évaluation où les professeurs vont déterminer les élèves les plus forts. Chaque élève sera évalué en fonction de ses compétences et non de son nom de famille. La compétition commence et c'est finalement le tour de Kenneth. Contrairement à ce que tout le monde pourrait penser, un sorcier choisirait de faire, est appelle un homme d'épée comme adversaire. Les professeurs sont choqués car les sorciers sont plus lents et plus faciles à vaincre pour les épéistes, mais elle est sûre de ne pas être vaincue.
Même son adversaire suppose que ses boules de feu sont lentes et qu'il peut l'attaquer, mais elle apparaît soudainement derrière lui et le frappe, le vainquant ainsi. Elle remporte le combat et se tourne vers son modèle, Liana, demandant à Liana ce qu'elle en pense. Liana commente qu'elle a osé appeler un épéiste à combattre, mais qu'elle est aussi une sorcière différente. Elle a une boule de feu forte et rapide et elle est aussi intelligente. Même Arthur commente qu'ils devront peut-être lui trouver un professeur de boules de feu. Finalement, c'est le tour de Wilhelm. Il défie Rude en prétendant qu'il n'était pas préparé lors de leur dernier combat. Mais Rude le bête jusqu'à ce qu'il s'effondre. Finalement, c'est au tour de Rude, et il appelle Balak. Balak refuse de se battre contre lui. Il dit qu'ils sont amis et que la règle de son style familial est de ne pas se battre contre des amis. Mais Rude refuse. Rude sait à quel point Balak était fort dans sa vie passée, et il veut que Balak soit encore plus fort cette fois-ci. Même si cela signifie qu'il devra défier sa noblesse, il fera en sorte que le roi des points devienne suffisamment fort pour l'aider pendant la guerre. Il met au défi Balak en disant qu'ils ne sont pas des lâches dans sa famille. Ainsi, Balak accepte et il se prépare à se battre. Il se souvient de la première fois où il a rencontré Balak dans sa vie passée, après avoir été battu par Léon et où sa désespération l'avait rendu confus. Il avait semé le trouble dans l'école et s'était battu avec tout le monde, alors son frère avait décidé d'intervenir. Son frère envoie Balak pour lui dire de s'arrêter, et Balak vient lui demander d'arrêter. Il dit qu'il se moque de son frère et que si son frère tient vraiment à lui, il devrait venir lui-même et voir s'il ne le battra pas et ne le blessera pas. Il traite Balak de fils de paix et défie Balak de le frapper s'il pense le pouvoir et de voir s'il ne le battra pas. Balak lui dit qu'il n'est pas un froussard et que dans sa famille, il ne fuit pas les combats ou les attaques, donc s'il le défie, il devrait savoir qu'il succombera au défi. Balak se prépare à se battre comme il le souhaitait. Immédiatement, Balak lui donne le premier coup. Rude ne peut pas nier que Balak est fort. Cependant, Balak lui dit qu'il est aussi fort et n'a jamais vu quelqu'un d'aussi fort que lui. Balak prend ce compliment comme une insulte. Je veux dire, il vient d'être battu par Léon et quelqu'un le félicite d'être fort. Ça ressemble à une blague. À présent, lui et Balak s'affrontent. Balak vient à lui et le frappe puis il le frappe aussi. Balak lui donne une attaque mortelle mais à sa surprise Kyle l'esquive. Balak se demande comment il a réussi à le faire. Il lui dit que l'attaque était prévisible et demande à Balak s'il pense qu'il va le laisser l'attraper. Rude réalise que Balak est fort. Il le traite d'insensé en disant qu'il a réussi à lui porter plusieurs attaques, mais qu'il n'a presque aucune égratignure sur son corps. Il se rappelle qu'une âme combattante réside dans ses muscles. Le style stéroïde dont Balak est membre est une famille d'artistes martiaux du côté nord, et chacun d'entre eux est un admirateur de muscles dérangés. Leurs muscles se sont fusionnés avec leur mana et ont formé une armure épaisse plus solide que le fer. Ainsi, le corps de Balak est devenu son bouclier et sa lance les plus puissants. Par conséquent, les attaques normales ne fonctionneront pas contre lui. Il décide d'utiliser des attaques très rapides. Balak réalise également que ses attaques deviennent plus rapides, comme un serpent, et ses mouvements deviennent beaucoup plus difficiles à anticiper, au point que cela devient difficile pour Balak de les lire. Malgré cela, il en conclut qu'il n'y a aucun moyen de percer son armure et que Rude ne peut pas gagner. À sa grande surprise, Rude le frappe de manière à percer son armure. Rude revient avec une autre attaque en lui demandant de l'esquiver s'il le peut. Rude décide d'utiliser des attaques plus lentes et il va creuser dans les failles de son armure et la briser de l'intérieur. Balak réalise également qu'il se fera frapper s'il n'évite pas cette attaque de Rude. Il reconnaît une technique familière. C'est la technique du poing de l'ours de la famille Ster. Il est choqué. Il sait que les compétences de combat de Rude sont familières à sa famille, mais il ne savait pas que Rude avait maîtrisé cette technique pour contrer n'importe laquelle de ses propres techniques. Il se demande comment Rude l'a maîtrisée, même s'il n'est pas membre de sa famille, mais c'est une autre histoire. L'enjeu ici est de vaincre Rude. Il décide de se concentrer, d'anticiper les mouvements de Rude et de rattraper sa vitesse. Rude vient au combat à main nue et il rattrape les attaques et les contre avec ses poings. Rude est au moins content que son ami arrive à suivre les attaques. Il l'appelle un génie. Balak décide de tout finir avec une attaque finale. Cependant, il voit que Rude ne l'évite pas et lui dit que c'était un bon combat. Il dit à Balak qu'il a eu un bon combat et qu'il est fort, juste qu'il n'est pas aussi fort que lui. C'est la même chose que Balak lui avait dit lors de leur premier combat dans sa première vie. Il sort ensuite son épée et l'utilise pour lui trancher le corps, et Balak accepte la défaite. Tout le monde dans la salle est choqué. Est-ce un duel entre étudiants? C'est la question qui leur vient à l'esprit. Claire ne peut s'empêcher de commenter à quel point Rude est fort. Malgré le fait qu'il ne soit pas encore professionnel, il a maintenu sa posture, tenu bon et mené le combat de manière très propre. Même Arthur dit qu'il n'aurait pas pu imaginer que le combat était un combat entre étudiants, à l'exception du fait qu'ils n'ont pas utilisé leur propre mana individuel. Ils étaient tous les deux forts, comme des chasseurs de dragons expérimentés avec de nombreuses compétences. Damien, qui n'était pas intéressé par lui auparavant, dit qu'il est si fort. Daniel dit que Rude se bat comme son ancien maître et qu'ils ont les mêmes compétences de combat. Après un cours de combat époustouflant, Rude et ses amis vont manger au café de l'école. Ed n'est pas impressionné qu'il visite à nouveau le café. Elle dit que la nourriture au café n'est pas aussi délicieuse que celle à l'extérieur, et Rude lui dit qu'il ne voit aucune raison de dépenser son argent pour manger à l'extérieur de l'école lorsque la nourriture donnée au café est gratuite.
Balak, quant à lui, dit que la nourriture au café est nutritive. Ruth demande à Ed si elle pense que l'argent n'est qu'un morceau de papier qu'elle peut gaspiller, et elle répond que l'argent n'est qu'un morceau de papier. Il se rappelle qu'elle vient d'une famille très riche et qu'elle a aussi l'argent dont elle a besoin. Il se souvient que Balak vient également d'une famille riche et qu'il peut se permettre de manger, il est donc le seul pauvre. Ed lui propose de lui acheter de la nourriture à l'extérieur de l'école puisque Balak peut se débrouiller seul. Mais il refuse. À peu près au même moment, deux chefs de guilde des guildes Pursueur et Clouded Moon entrent dans le café pour le chercher. Quand ils arrivent près de lui, il les reconnaît. Bien que dans sa vie précédente, il n'ait eu aucun lien avec eux car ils sont morts en combattant des dragons. Avant de rejoindre la guilde, ils se sont présentés comme Roderick Riddler et Abel, les chefs de guilde de la deuxième guilde la plus puissante de la ville. Roderick lui dit qu'Abel était impressionné par lui lors du combat. Et Ed leur demande ce qu'ils font dans le café des étudiants. Ils lui disent qu'ils sont venus se remémorer leurs souvenirs d'école, et elle demande si Léana est toujours là, mais ils disent qu'elle est partie. Abel dit qu'il fait à Rude une offre pour rejoindre leur guilde, mais Rude refuse. Bien que l'offre soit intéressante, s'il rejoint la guilde, il ne pourra pas agir librement. Cependant, il leur propose un marché pour l'aider à retrouver son frère. Il demande ce qu'ils gagneront et il leur dit qu'ils auront une bonne relation avec lui. Cela leur semble une excellente affaire, alors ils acceptent avant de partir. Ed lui demande quel plan il avait pour refuser une si belle offre et lui demande s'il avait vérifié l'enveloppe que le professeur leur avait donnée après leur combat, ils essaient tous de la vérifier. Ils regardent l'enveloppe. Elle contient l'évaluation des compétences des étudiants par les enseignants lors du test de combat. Et dans sa vie précédente, il n'avait jamais reçu d'éloge positif lors du test de combat, donc il n'est pas excité à l'idée de le vérifier. Ed dit qu'elle ne pense pas qu'il y ait de raison pour elle de vérifier car elle sait qu'elle recevra des éloges positifs. Tout comme tout le monde dans sa famille, il se souvient. Elle a aussi une sœur aînée qui est dans le coma. Balak lui demande qui est son frère et il dit que son frère est très fort et courageux. Bien qu'il soit stupide, il dit que la stupidité de son frère vient du fait qu'il l'a toujours protégé et qu'il est mort en le protégeant malgré le fait d'être l'un des meilleurs chasseurs de dragons. Balak lui dit que puisque son frère est si fort, il est forcément encore en vie. Ed insiste pour qu'il lise la lettre. Elle lit la sienne et voit les compliments de l'enseignant. Balak lit la sienne et il lit les compliments de Claire sur ses muscles. Quand vient le tour de Rude, Ed lui arrache l'enveloppe des mains et l'ouvre. Quand elle le fait, elle voit les signatures de plusieurs enseignants. Ils savent ce que cela signifie. Alors il va voir les enseignants. Ils l'accueillent tous calmement, et il dit qu'il sait qu'ils veulent qu'il choisisse son professeur personnel. Ils se vendent tous à lui et lui expliquent pourquoi il devrait les choisir, mais il décide de choisir Daniel, le seul enseignant qui a choisi de l'entraîner dans sa vie précédente. Daniel est enthousiaste, mais il dit qu'il a une demande, à savoir que Daniel doit le prendre comme étudiant direct. Il sait que Daniel est l'unique héritier de la technique du ciel perçant. Une technique utilisée pour tuer les dragons depuis le ciel, et son frère était l'héritier de Daniel dans sa vie précédente, et comme son frère n'est pas là, il doit prendre sa place. Daniel demande pourquoi il veut apprendre ses compétences, et il dit qu'il veut du pouvoir. Il veut le pouvoir de protéger son peuple. Il affirme avoir vu son peuple mourir et n'avoir rien pu faire, alors il veut du pouvoir. Daniel dit qu'il lui aurait fait cette offre avant, et maintenant qu'il le demande, il le prendra comme son étudiant direct. Il dit qu'il a une demande à faire, à savoir que Rude doit permettre à tous les autres enseignants de le former également. Mais Rude est perturbé car s'il accepte cette offre, il risque d'empêcher les autres de progresser. Il accepte donc l'offre. Léon rencontre Claire pour une leçon supplémentaire. Juste comme Claire avait prévu de la punir, Léon quitte la salle en pleurs, demandant à Claire si elle a un problème avec elle avant la leçon. Pendant la leçon, Claire lui dit qu'elle va suivre une leçon supplémentaire pour l'aider à renforcer son contrôle de soi. Elle lui ordonne de commencer immédiatement la leçon et lui donne un coup douloureux dans le ventre. À l'extérieur de la salle, Léon s'assoit près des escaliers. Elle se plaint que Rude l'a dénoncée, et elle ne s'attendait pas à ce que Rude aille jusqu'à la dénoncer à un enseignant juste avant qu'elle ne le frappe, bien qu'elle soit désolée pour ce qu'elle avait fait. Alors qu'elle est assise là en larmes, Rude passe à côté, il la voit pleurer, ce qui semble être la chose la plus choquante qu'il ait jamais vue. Comme Léon, la guerrière diabolique, est en train de pleurer. Même dans sa vie passée, il ne l'avait jamais vue pleurer. La seule fois où Léon a pleuré dans leur monde passé, c'était quand elle a perdu sa mère adoptive. La chef de la troupe d'extermination des dragons. Cette femme était tout ce qu'elle avait à l'époque. Il y pense et se sent mal. Il affirme qu'il n'était pas celui qui avait tort. Il n'était pas non plus celui qui l'a dénoncé, mais il se sent mal d'avoir fait pleurer une jeune femme de 17 ans. Il s'approche d'elle et lui demande pourquoi elle pleure. Elle l'accuse de l'avoir dénoncé et signalé à l'enseignant qui, en retour, l'a frappée. Elle admet qu'elle est également en faute pour l'avoir frappée, mais il lui a parlé rudement. Il s'excuse auprès d'elle sans détour et s'excuse d'avoir parlé rudement, même s'il affirme ne pas l'avoir dénoncé, et que c'est son ami qui a amplifié l'affaire et a fait venir Claire. Il lui tend un mouchoir pour essuyer son visage et elle se mouche. Il dit qu'il ne lui a pas demandé de se moucher, mais lui en donne quand même un. Il lui dit qu'il l'évitera pour ne pas avoir d'autres problèmes et s'en va. Alors qu'elle s'en va, il dit qu'il n'a pas besoin de l'aider à aller mieux car même dans sa vie passée, elle s'est entraînée seule et s'est bien débrouillée. Il marche derrière elle et elle pense qu'il la suit. Il dit qu'ils vont dans la même direction et qu'ils vont tous les deux à la salle. Arrivés à la salle,
il découvre qu'ils vont tous les deux rencontrer Daniel et que Daniel l'a également recommandé comme son élève. Il est choqué. Elle se demande pourquoi il est ainsi et il dit qu'il s'attendait à ce qu'elle préfère être sous les ordres de Claire. Sa raison est qu'elle était sous les ordres de Claire dans sa vie passée. Elle crie qu'elle ne pourra jamais être sous les ordres de Claire et qu'elle est trop méchante. Il en conclut que le passé a encore changé dans sa vie passée. Elle était sous les ordres de Claire et que les deux avaient une bonne relation. Mais il s'avère que dans ce monde, elles sont ennemies. Ils commencent leur entraînement et Daniel leur donne des cours de base avant de leur dire qu'il va les faire passer par une leçon de combat pour renforcer leur contrôle de soi. Il demande s'ils sont prêts, mais les élèves savent qu'il veut qu'ils apprennent en recevant une raclée. Ils s'effondrent tous les deux par terre. Après avoir reçu plusieurs corrections injustifiées de la part de Daniel, ce dernier quitte la salle en leur disant qu'ils auront des réunions de groupe et des réunions individuelles selon son bon vouloir, et qu'il les reverra la prochaine fois avant de partir. Ruth prononce à nouveau un mot insultant, ce qui met Léon en colère. Elle lui rappelle qu'elle l'avait averti à propos de ces mots, et il lui demande si elle est en colère parce qu'ils viennent de recevoir des raclées qui auraient pu être évitées. Elle dit qu'ils ont été battus parce qu'ils sont faibles et qu'ils sont battus parce qu'ils doivent devenir plus forts. Il lui dit d'arrêter de parler de sa leçon avec Claire et elle lui demande s'il éprouve de la pitié pour elle. Il se lève pour sortir de la salle, mais elle l'appelle en arrière en lui disant que s'il éprouve de la pitié pour elle, il devrait lui apprendre la technique de lutte. Puisqu'il lui a dit que sa technique de lutte n'est pas géniale, il refuse et il lui demande de rencontrer les enseignants si elle veut apprendre. Mais la seule personne qui donne ce cours, c'est Claire, et elle prétend ne pas vouloir apprendre de Claire. Elle lui attrape la jambe et le supplie. Il est mal à l'aise avec les changements de sa vie passée à sa vie présente. Dans sa vie passée, ils n'étaient pas amis, mais puisqu'elle fait l'offre et qu'elle fait partie des personnes influentes de cette école, il peut l'accepter. L'Académie d'anéantissement des dragons. L'Iridium est situé au centre du royaume d'Alpia, un grand démon. Tuer un dragon est une source de pouvoir pour la ville. Donc la famille royale veille à ce que l'école soit bien traitée et qu'elle dispose de la meilleure infrastructure. Ils savent aussi qu'il est possible que les étudiants s'ennuient, donc ils sont autorisés à quitter l'école pendant les week-ends lors de pauses spéciales. Ils ont une pause spéciale et Balak et Rude avaient prévu de dormir toute la journée, mais Eth les appelle et leur demande de l'aider avec des livres en ville. Ils se plaignent tous les deux qu'ils veulent dormir, mais elle insiste pour qu'il l'aide et qu'elle leur achètera à manger. Elle donne les livres à Rude, qui les donne ensuite à Balak. Balak lui demande pourquoi il lui a donné les livres, mais il demande s'il a de l'argent. Il dit que s'il n'a pas d'argent, alors il tiendra les livres. Ed se promène dans la ville, salue les gens et achète des choses jusqu'à ce qu'elle leur dise qu'ils peuvent se reposer dans un restaurant. Lorsqu'ils entrent, Ed est traitée comme une reine. On lui souhaite la bienvenue et on les conduit à leur place. Elle leur dit qu'ils commanderont la même chose, mais Balak demande plus de nourriture pour renforcer ses muscles et elle l'autorise, alors il commande. Rude regarde le menu et voit combien la nourriture est chère, suffisamment pour le nourrir pendant un mois. Leur nourriture est servie et Balak demande plus de nourriture. Ed refuse, mais elle demande à Rude s'il en veut plus. Il pense en lui-même qu'il est mal à l'aise avec l'affection qu'elle lui montre depuis qu'elle a découvert l'existence de son frère dans sa vie passée. Ils étaient des amis ennemis et leur relation n'était pas si bonne. Il affirme qu'il préférerait qu'elle reste la même qu'elle a toujours été. Alors qu'elle le traite bien, elle traite Balak durement. Elle insulte Balak pour avoir trop mangé et lui demande s'il mange pour ses muscles ou pour sa tête, en disant qu'elle est sûre que sa tête est pleine de muscles. Balak regarde Rude avec compassion, espérant qu'elle le traitera comme Rude. Elle suppose que Rude a parlé contre elle et lui demande ce qu'il a dit, mais il n'y avoir dit quoi que ce soit. Il dit qu'il préfère rester dans ses bonnes grâces plutôt que de la voir le traiter mal. Il regarde l'heure et voit qu'il est 20h. Il se souvient qu'il avait un rendez-vous prévu avec Léon à cette heure-là, alors il part la rencontrer. Cependant, elle l'attendait déjà alors qu'il est 8h05. Elle vérifie l'heure et voit qu'il a 5 minutes de retard. Elle se sent mal parce qu'il est le premier ami avec qui elle a eu l'occasion de parler, et cela lui briserait le cœur s'il avait oublié leur projet de se rencontrer. Elle en conclut qu'à la différence d'elle, il est une personne très sociable et qu'il peut avoir plusieurs amis. En pensant à toutes les possibilités, il entre par la porte. Il dit qu'elle est déjà là et elle se moque de lui en disant qu'il est en retard. Elle lui dit qu'il aurait dû être là depuis 10 minutes avant 8h, et il s'excuse de son retard. Elle s'approche de lui et remarque qu'il sent la nourriture. Elle lui demande s'il vient de finir de manger et il lui dit qu'il revient de la capitale et qu'il est sorti avec son ami pour se détendre et manger. Il continue et lui dit qu'un de ses amis lui a acheté à manger. Elle est choquée qu'il soit allé à la capitale. Elle lui demande de nouveau pour être sûre de ce qu'elle a entendu et elle lui avoue qu'elle n'est jamais allée à la capitale auparavant. Alors il lui dit la prochaine fois. Elle demande ce qu'il veut dire par la prochaine fois, alors il lui dit que puisqu'elle est excitée à l'idée d'aller à la capitale, il Y emmènera le prochain vendredi. Elle devient encore plus excitée. Elle saute après lui en lui demandant ce qu'il y a dans la capitale et à quoi elle ressemble. Il se lasse de ses questions sans fin et lui demande si elle est vraiment bavarde, car elle ne parlait pas beaucoup dans sa vie passée. Elle dit qu'elle est bavarde et que sa mère, la leader de la troupe d'annihilation, l'a toujours insultée pour parler trop. Elle lui demande s'il connaît sa mère et il lui jette un gant dans la bouche pour la faire taire. Ils sortent s'entraîner. Il lui dit qu'il va lui enseigner les techniques de lutte des stères, bien que ce soit une version raffinée, car les stères utilisaient leurs muscles physiques pendant les guerres, et elle n'en a pas.
Il dit que Claire est une professionnelle et qu'elle connaît plusieurs styles de lutte de différents pays, donc elle ne peut pas complètement éviter ses coups, donc tout ce qu'elle doit faire, c'est minimiser les coups qu'elle reçoit. Elle lui demande comment cela est possible puisqu'elle ne peut même pas se protéger ou se défendre. Alors il lui montre une technique d'esquive. Elle le regarde mais ne peut pas prévoir ses mouvements alors qu'il se traîne comme un serpent. Il lui dit que cela s'appelle la marche du serpent, et c'est un moyen de défense lorsque la personne marche sur la pointe des pieds et se déplace en zigzag et que son adversaire ne peut pas prévoir son mouvement. Elle lui demande si c'est une technique qu'il a apprise d'Esther, mais il dit qu'il l'a formulée lui-même. Elle lui demande s'il est un génie et elle essaie aussi de marcher. Il se dit que cela lui a pris 2 ans pour créer les techniques, 1 an pour les maîtriser et 1 an pour les perfectionner. Donc il n'est pas un génie, mais elle, qui peut apprendre la technique en moins de 10 minutes, est un génie. Elle lui demande si elle le fait bien et il utilise sa jambe pour la faire tomber. Elle tombe à plat sur le sol et refuse de se relever, et il lui dit qu'il lui apprendra jusqu'à ce qu'elle y arrive, même si elle meurt. Donc elle devrait se relever et continuer. Plus tard dans la journée, il va dans sa chambre et se repose. Il dit qu'il a passé une excellente journée et que tout se passe comme prévu. Juste que les relations qu'il construit dans cette vie ne sont pas les mêmes que dans sa vie passée et il espère que cela ne changera rien. Cependant, il dit qu'il pense que tout se passe bien et que l'avenir doit changer car il ne veut plus perdre personne cette fois-ci. Donc s'il rassemble ces personnes, ils peuvent combattre les salauds. Pour cela, il doit prendre la place de son frère, ce qui signifie qu'il doit apprendre la technique de perforation du ciel. Il commence à s'entraîner à la technique de perforation du ciel avec Daniel. Ils se font face et commencent leur entraînement. Il regarde Daniel alors que celui-ci se bat de manière compliquée et inattendue, joueuse, et il voit aussi que Daniel ne compte pas perdre le combat contre lui alors qu'il continue de se battre. Daniel décide de changer son style de combat. Il tend son poing et le pousse vers Rude. Rude se demande pourquoi il tend le poing et le défie. Il lui rappelle qu'ils sont censés se battre uniquement avec des épées, mais Daniel dit qu'il a parfois des lubies. Le combat est difficile pour Rude, qui reconnaît en effet que c'est encore difficile d'affronter Daniel de front, alors il se décale vers l'arrière comme s'il se retirait, ce qui fait se demander à Daniel s'il essaie de l'attirer plus près. Quelle que soit la peur de Daniel, Daniel décide de jouer le jeu, alors Rude lui montrera ce qu'il sait faire. Alors que Daniel s'approche de Rude, Rude décide de respecter les règles et lance son épée vers Daniel pour se protéger et contre-attaque immédiatement. La technique de perforation du ciel est une épée qui protège, c'est une attaque défensive qui bloque les attaques de l'ennemi et une attaque contre-attaque qui transperce l'attaque de l'ennemi. Dans sa vie passée, la seule raison pour laquelle il a appris la technique de perforation du ciel était pour au moins rattraper son frère. Mais la véritable technique de perforation du ciel nécessite un autre élément qui n'est pas une technique d'épée. Après le duel, Daniel complimente sa technique de protection et de contre-attaque. Il dit que ses attaques sont incroyables et qu'il ne peut pas émettre de critiques. Il dit qu'il a un grand talent, comme s'il apprenait la technique depuis longtemps, refusant de se laisser flatter par un compliment qui n'atteint pas son niveau. Il dit à Daniel que Daniel essaie seulement de lui parler gentiment et que Daniel peut bloquer toutes les attaques sans en manquer une seule. Daniel dit qu'il est temps pour eux de commencer à faire de réels progrès. Rude se demande ce qu'il veut dire par de réels progrès, et Daniel explique que la technique de perforation du ciel ne se réfère pas seulement à l'art de l'épée. En fait, quelqu'un qui n'est pas l'héritier de la technique peut apprendre l'art de l'épée, mais par les techniques de monogestion, dit-il, la technique ne peut être transmise qu'aux successeurs, et c'est seulement en ajoutant la technique de monogestion que la perforation du ciel peut être réalisée avec succès. Il explique que le mana est une force vitale non raffinée et que c'est du bon sens de la sauvegarder dans leur cœur, qui est le centre de la vie. Mais la technique de perforation du ciel ne fonctionne pas ainsi. Au contraire, elle attire et utilise le mana externe d'une manière unique. À travers les empreintes de mana, il touche le côté de ses mains et montre ses empreintes de mana. Empreintes de mana. Les successeurs des techniques de perforation du ciel gèrent le mana accumulé dans un espace appelé l'esprit céleste, et leur cœur est seulement utilisé comme un canal et non comme un réservoir. Rude se souvient que son frère avait aussi cette empreinte de mono dans sa vie passée. Daniel poursuit son explication en lui disant que la puissance et l'efficacité de l'empreinte sont écrasantes. Ainsi, si le cœur est déjà plein de mana, sa fonction de canal diminue. Il lui demande s'il s'entraîne à une autre technique de mono et Rude répond que non. Rude se souvient que la technique de mono qu'il utilisait dans sa vie passée est un art de l'alchimie typique, et cela était basé sur le système du cercle des mages. Daniel lui dit de s'asseoir. Il dit que ce sera plus rapide si Rude expérimente lui-même ce dont il parle. Et il demande à Rude où il veut que son empreinte de mana soit. Rude décide de la mettre à l'arrière de sa main, comme son frère, et il tend ses mains vers Daniel, qui le prévient que ça piquera un peu, puis il procède à l'empreinte. Après avoir fait cela, le processus se révèle être plus qu'une simple piqûre. Comme Rude le dit, on dirait que sa main est en feu. Soudain, il se retrouve dans un autre endroit, comme un lieu céleste. Il peut sentir le débordement de mana, la puissance des générations, qui lui est transmise. La technique de perforation du ciel. Alors qu'il se tient là, il entend quelqu'un l'appeler en disant « C'est toi, petit enfant ». Avant qu'il puisse dire ou faire quoi que ce soit, Daniel l'appelle et il se réveille. Daniel lui demande comment était la perforation du ciel à laquelle il a fait face pour la première fois. Et il répond « C'était merveilleux ».
Daniel explique que maîtriser la monogestion pour la première fois, c'est comme obtenir un autre organe du corps, et il aura besoin de beaucoup de temps pour s'adapter à l'utilisation du mana. Il affirme que c'est impressionnant que Rude soit conscient de la circulation du mana, et à ce moment-là, il relève la tête et voit Rude utiliser le mana puisé dans l'esprit céleste. Il est choqué que Rude sache non seulement comment contrôler le mana, mais qu'il puisse même le puiser en quelques minutes. Il se demande qui est Rude. Pendant ce temps, Rude se souvient quand il s'entraînait aux arts de l'alchimie, alors le cercle de ses cœurs représentait les étapes du mana. Mais pour la technique de perforation du ciel, les étapes sont représentées par le nombre d'ailes du ciel qui s'envolent. L'immortel avait 7 ailes, et c'était aussi le cas de son frère, car il se souvient que son frère disait qu'il voulait les 8 ailes. Pour l'instant, il n'en a qu'une seule. Après le entraînement, Daniel lui dit que l'empreinte de mana est gravée dans l'âme et non dans le corps. Elle ne peut donc jamais être enlevée malgré tout processus rigoureux, puisqu'elle n'est pas sur le corps. Et même si le mage meurt, ses connaissances spirituelles seront stockées dans l'esprit céleste. Rude se souvient qu'il vient d'aller dans l'esprit céleste et la seule personne qu'il y a rencontrée est Daniel, qu'il a appelé petit enfant, et il n'a pas rencontré son frère là-bas. Au moins, si son frère est même mort, son esprit devrait être là-bas. Il suppose que puisque Daniel n'a rien dit à propos d'une personne qui a été emmenée dans une autre dimension, il est possible que son frère y soit. Il sait que la seule façon de savoir ce qui est arrivé à son frère est de confronter Sartan le vide. Alors qu'il s'éloigne de la salle, il rencontre ses amis et lui crie dessus. Elle lui demande pourquoi il est en retard et s'il veut qu'elle enseigne Balak seul. Il lui dit de continuer avec Balak et qu'il les rattrapera, mais elle refuse. Elle dit qu'elle ne peut pas s'occuper d'un imbécile comme Balak seul et Balak dit qu'il n'est pas stupide. Il se demande s'il est sous l'influence de la magie et prétend qu'il doit s'entraîner mieux pour se libérer de cette influence. Ils marchent ensemble et Ed demande à Rude comment se sont passées ces conférences. Rude a rencontré chacun des conférenciers pour leurs cours respectifs, et Arthur et Claire sont très impressionnés par lui. Il dit à Ed que les cours sont juste comme des cours normaux et qu'il n'y a rien de spécial, mais Ed refuse de le croire. Elle affirme qu'il a des cours particuliers avec 4 professeurs et que tous les autres élèves se plaignent de la discrimination, donc il ne peut pas dire que les cours sont normaux. Elle lui demande s'il a rencontré Damien et s'il l'a vu sans son masque. Elle dit avoir entendu dire que Damien est misophobe. Il se souvient de sa rencontre avec Damien quand il est entré dans le bureau. Il l'a accueilli avec une tasse de thé sans avoir aucune conversation avec lui. Après avoir bu le thé et être resté assis pendant un certain temps, Damien lui demande s'il a aimé et dit que c'est celui que boivent les dignitaires. Il se demande comment Damien le savait car Damien n'a pas bu le thé, et quand le cours s'est terminé, il est parti. Il dit à Ed qu'il n'a rien fait de spécial avec Damien, tout ce qu'ils ont fait, c'est boire du thé. Il leur demande comment se sont passés leurs cours, et Balak est enthousiaste à propos de sa classe avec Claire. Il dit que Claire est une excellente enseignante et qu'elle a fait l'éloge de ses muscles. Il se souvient que Claire et Balak avaient aussi une excellente relation dans sa vie passée car ils étaient tous les deux fans de muscles. Il demande à Ed comment s'est passée sa classe, elle dit que son professeur lui a dit qu'elle ne pouvait pas bien se débrouiller avec la magie du feu et qu'elle devrait apprendre une autre magie. Et cela l'agace beaucoup car ils savent tous à quel point c'est rare. Il la réconforte et lui dit que si elle n'aime pas son professeur, elle peut demander à changer mais elle pense que ce n'est pas nécessaire car il n'y a en réalité aucun professeur de magie dans l'école. Pendant qu'ils discutent, le président du conseil scolaire, Jérémy, les rencontre. Il les salue et dit qu'il a déjà rencontré Rude. Il demande s'ils sont en train de se disputer avec Ed et dit qu'ils sont les plus faciles à repérer parmi les nouveaux arrivants de l'école. Il dit qu'il a entendu parler de Rude et que tous les élèves seniors sont en colère à cause du traitement qu'il reçoit de la part des professeurs. Rude lui demande s'il est venu relayer les plaintes de ses collègues, mais il dit que non. Il prétend être venu demander à Rude s'il voudrait rejoindre le conseil scolaire. Mais Rude refuse. Il dit qu'il n'en a pas envie. Jérémy répond que ce n'est pas comme s'il le prendrait comme mercenaire, et il sait, d'après les ecchymoses sur son corps, qu'il est un mercenaire. Il dit qu'il n'aime pas s'immiscer dans la vie des gens, mais on l'appelle un détective qui peut découvrir des choses et il sait que Rude est une personne étrange avec pour mission de retrouver son frère Rude, pour une raison quelconque. Il ne veut pas avoir de relation avec Jérémy. Il connaît Jérémy de sa vie passée et sait comment on l'appelle le décideur à cause de ses décisions égoïstes qui ont fini par causer la perte de vie pendant la guerre. Il insiste sur le fait qu'il ne veut pas rejoindre Jérémy et s'éloigne, mais Jérémy dit qu'il est intéressé par lui et essaie de s'excuser pour les actes grossiers de Rude, et il leur dit que ce n'est pas grave. Il va vers leur livre, dépose une lettre et s'excuse de les avoir dérangés dans leur lecture. Après son départ, Rude revient, et lui demande pourquoi il a été aussi impoli avec Jérémy et il lui dit que rien de bon ne viendra de fréquenter une personne comme Jérémy. Alors qu'ils ouvrent leur livre, ils voient la lettre que Jérémy a laissée tomber et la lettre dit de se méfier de Damien Grèce. Rude se met en colère. S'il y a quelqu'un dont il faut se méfier, c'est Jérémy lui-même. Jérémy a pris des décisions égoïstes et Damien a été la première personne à mourir à l'école à cause de la décision de Jérémy. Il dit que ce n'est pas comme si Jérémy avait tué Damien, car Damien s'est tué lui-même, mais Jérémy l'a poussé à le faire. Il ne sait pas si Jérémy a commencé avec le même plan de pousser Damien à la limite et il doit faire quelque chose pour l'arrêter car la mort de Damien a causé un grand problème à l'académie dans sa vie passée. Il quitte sa chambre et rejoint Léon dans le bus pour la capitale. En arrivant là-bas,
Elle lui demande pourquoi il arrive en retard à chaque fois qu'il prévoit de se retrouver, et il lui dit qu'il est là à l'heure et qu'il n'est pas en retard. Mais elle dit que lorsqu'il y a un rendez-vous, il est courant de se présenter 10 minutes avant l'heure qu'il prétend. Il lui dit qu'il lui a montré du respect en lui consacrant son week-end pour l'emmener faire une sortie. Mais elle prétend que c'est lui qui l'a invité à sortir. En réponse, il dit que c'est parce qu'elle pleure comme un bébé de ne jamais être allé à la capitale avant. Ils se disputent jusqu'à ce qu'ils arrivent à la capitale et quand ils se posent. Léon est excité. Elle dit que la troupe d'annihilation des dragons est grande, mais la capitale est encore plus grande avec beaucoup plus de monde. Elle lui demande où ils vont. Et il dit qu'il se contentera de tenir son sac pendant qu'elle visite, n'importe où elle le souhaite, mais elle refuse en prétendant être une touriste et qu'il est son guide. Il lui dit d'essayer d'acheter des choses, car c'est ce que font les femmes lorsqu'elles sortent. Elle entre donc dans un magasin de vêtements. Elle voit une robe blanche et dit qu'elle est jolie. Elle lui demande s'il aime ça, mais il dit que c'est juste du blanc. Elle décide à contre-ségur d'essayer la robe sur son corps et elle l'aime, donc elle l'achète. Au moment de partir, elle décide de lui acheter aussi une robe. Elle demande à la vendeuse de lui trouver une superbe robe, et quand il l'enfile, elle aime comment elle lui va et elle paie. Ils vont également dans un restaurant pour manger. Une fois qu'ils ont fini de manger, ils rentrent chez eux et elle parle de la délicieuse nourriture. Elle dit qu'elle veut payer son repas, mais il paie rapidement et demande pourquoi. Alors il lui dit qu'elle lui a acheté des vêtements et il se sentirait mal à l'aise s'il s'attendait à ce qu'elle paie aussi son repas. Elle le regarde et commente que la robe lui va bien. Il remarque qu'elle le fixe, alors il lui demande pourquoi elle le regarde. Elle lui demande s'il avait des camarades quand il travaillait comme mercenaire et il répond affirmativement, même si c'était lorsqu'il était un chasseur de dragons dans sa vie passée. Elle lui demande s'il considérait ses camarades comme sa famille et il dit qu'il ne sait pas. Il lui dit qu'il dit des tas de bêtises, mais elle prétend ne jamais avoir vu quelqu'un comme lui auparavant. Il se met en colère à cause de sa question et cela les conduit à se disputer. Il lui dit qu'il en a assez de perdre son temps et qu'il rentre chez lui. Alors qu'il se tourne pour partir, elle le frappe, lui disant qu'il leur reste encore du temps. Elle dit les mots de sa mère sur l'amitié qui est une relation où l'on s'aide mutuellement. Elle a donc changé leur plan et ils vont chez elle. Ainsi, il pourra voir ce qu'est une famille et elle le présente à sa famille, c'est ainsi que les efforts de cet homme aboutissent. Eh bien, les gars, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez une deuxième partie, commentez ci-dessous avec le mot suite. Abonnez-vous également à la chaîne, activez la cloche et aimez la vidéo.